La puissance de l'État réside dans la capacité de ses représentants à appliquer les lois et les principes qu'elle avoue être les siennes. Sommes-nous laïcs ou nous ne le sommes pas? Par quoi passe le développement d'un pays? Véritablement, le développement véritable. Par la construction et le développement des infrastructures ou par la capacité, la force de l'État à exercer son autorité, à appliquer les lois qu'elle vote à coups de milliards parfois. Dans le précédent numéro, j'avais attiré l'attention de l'État, bien sûr, sur la présence manifeste du religieux dans l'espace public, à savoir les carrefours, les ronds-points, les marchés, les hôpitaux, pour ne citer que cela, et le plus désagréable, le plus choquant, le plus bouleversant, la présence du religieux sur le campus universitaire. Vous imaginez, le campus universitaire, c'est l'avenir du pays. Sur le campus universitaire règne le désordre qui règne dans le pays. C'est assez dangereux. Qu'est-ce que coûte, ou du moins, qu'est-ce que ça coûte à l'État de faire régner l'ordre? Que coûte à l'État de faire appliquer, ou du moins d'appliquer les lois qu'elle vote elle-même? Appliquer les lois qu'elle vote même sans être totalitaire. Pas du totalitarisme, l'État a ses limites. Il faut faire régner l'ordre dans l'espace public. Pourquoi j'attire l'attention là-dessus? Eh bien, parce que l'histoire nous l'a prouvé. La religion est assez subtile et elle gagne beaucoup plus facile du terrain que n'importe quelle instance. Pourquoi? Parce qu'elle est une instance de socialisation. Autrement dit, c'est elle qui fabrique les consciences des masses. Or, nous sommes un pays déchiré. C'est pas seulement la Côte d'Ivoire, hein, c'est toute l'Afrique qui est déchirée. Certains pays d'Orient aussi. Quand je parle de déchirement, je parle de différences idéologiques, hein, dans le même pays. Forcément, nous sommes tous ivoiriens, mais on ne va pas dans la même direction. On a ceux qui se dirigent vers la Mecque et ceux qui se dirigent vers le Vatican, vers le Saint-Sépulcre en Israël, d'autres en Angleterre, vous voyez. Mais en tout cas, les visions ne sont pas convergentes, elles sont divergentes. Et à partir de là, laisser le religieux, du moins la religion, gagner l'espace public, eh ben, elle finit par exercer, en tout cas, un exercice, enfin, elle finit par jouer un rôle politique. Et quand le religieux joue un rôle politique, qu'est-ce que ça engendre? L'histoire nous a enseigné ce qui se passe généralement lorsque l'autorité religieuse finit par jouer un rôle politique. Eh bien, ce sont les tensions qui naissent. Et bien sûr, dans le cas de la Côte d'Ivoire et dans beaucoup de pays d'Afrique, l'avenir peut être bien sombre. Bien sûr, sauf si on serait saisi. Maintenant, il y en a un qui pourrait dire: ah, mais l'autorité n'est pas consciente de ce qui se passe. Hein. Bon, ça ne date pas d'hier. Ça fait plus de 30 ans, plus de 40 ans. Or, la laïcité, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, elle date de 1960. Hein, depuis Houphouët-Boigny. C'était un choix éthique. Mais la présence du religieux dans l'espace public n'a jamais gêné personne et personne n'a jamais mis en question. Il y en a même des professeurs qui se sont permis, en tout cas, de rejoindre le religieux dans l'espace public pour en débattre avec sur des questions. Or, il n'était pas question. L'essentiel, c'est de mettre chacun à sa place. Le religieux dans le privé, le politique dans l'espace public. Non, comme je l'ai dit, certains pourraient tenter de dire: ah, mais non, l'autorité n'est pas consciente, autant pour moi, de ce qui se passe dans l'espace public parce qu'il n'y vit pas, il ne sait rien, il vit dans un monde parallèle. C'est vrai. Mais qu'en est-il, ou du moins, quid de la présence du religieux sur la chaîne du service public, la RTI? Ça ne date pas non plus d'hier. On a une émission pour les musulmans tous les jeudis, je crois, et une émission pour les chrétiens tous les samedis ou dimanches, je ne sais pas. Pourquoi? Alors que nous sommes un pays laïque. Eh bien, l'interrogation qui s'impose est la suivante. Sommes-nous laïcs ou nous ne sommes pas laïcs? De manière bête, sommes-nous laïcs ou nous ne le sommes pas? Et si nous sommes laïcs, quel est le sens de la laïcité en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que nous entendons par laïcité? Si le religieux peut occuper des espaces publics, si le religieux a des tranches d'antenne sur la chaîne du service public dans un pays laïque.
Ça me paraît extrêmement dangereux. Et comme je l'ai dit, ce qui attire davantage, ce qui m'interpelle le plus, c'est la présence du religieux sur le campus universitaire. Vous imaginez le, euh, c'est scandaleux. On est tenté de croire qu'on est dans un espace tout court où chacun fait ce qu'il veut sans autorité. Il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas d'État. Je suis mon propre État, je fais ce que je veux, je fais mes lois. C'est un peu ça. L'État est conscient de ce qui se passe, il ne fait rien parce que pour l'État, c'est devenu normal. Mais euh, parfois, on est tenté de se demander si il y a de la réflexion logique chez nous, parce qu'au regard de ce qui se passe, que ce soit chez Kevin Siba et tout le reste, la réflexion logique, le raisonnement logique, je veux dire, la pensée critique, le débat d'idées, personne, ni les autorités, ni les journalistes n'en parlent. Je pose beaucoup de questions, à savoir, qu'est-ce que ça coûte à l'État d'imposer, ou du moins, qu'est-ce que ça coûterait à l'État de faire régner l'ordre, d'exercer son autorité dans les limites qui sont les siennes. Et encore, quel est le fondement quel est le fondement même du développement d'un pays, du progrès d'un pays? Est-ce la construction des immeubles, des ponts, ou c'est plutôt la capacité de l'État à imposer son autorité? Toujours dans les limites qui sont les siennes, d'imposer des lois réfléchies. Poser des lois réfléchies, pas des lois qu'on impose après avoir échangé avec un imam ou un pasteur, non. Des lois réfléchies, des lois discutées, des lois qui sont produites dans l'échange entre penseurs, entre intellectuels. Et on impose pour l'avenir du pays. Je pense que ce n'est évidemment pas fait. Je veux dire, quand on arrive au Japon, on est frappé par l'ordre, par la discipline, par la propriété des rues. Et alors on est tenté de faire des conclusions assez hâtives, des conclusions prémessautières, n'est-ce pas? Et de dire, ben oui, les Japonais sont naturellement disposés à la politesse et à la discipline. Ça relève de l'ignorance. Parce que la cause n'est pas dans les faits. La discipline des Japonais est l'effet d'une cause. Et cette cause, c'est la puissance de l'Empire à imposer son idéal et sa volonté, à l'imprimer sur les masses. Si vous retirez en fait la puissance de l'Empire sur les masses, eh bien vous verrez qu'ils seront comme tous les hommes. Ils feront ce qu'ils veulent chacun. Il n'est même pas possible de jeter un grain de sable dans la rue au Japon. Par exemple, pas de mégots de cigarettes. Vous voyez? Sans être sanctionné. Et ça finit par devenir naturel. Tout ce que l'autorité impose finit par devenir chair et os dans les individus. On ne fait rien. C'est la religion qui fait la pluie et le beau temps. Elle occupe l'espace public. Et comme je crois l'avoir dit dans cette vidéo ou dans la précédente, l'expérience montre que s'ils ont une superpuissance, eh bien l'avenir sera forcément sombre. Puisque, et je le répète, nous sommes une nation déchirée, eh bien le religieux, une fois gagné du terrain, engendrera le conflit. Le conflit est nécessaire. Il prie pour la paix, mais la prière ne répond pas aux lois de la nature. Tout répond aux lois, comme les lois économiques. Si vous voulez devenir riche, il faut comprendre les lois économiques, sinon vous ne deviendrez jamais riche. On voit des gens qui travaillent, qui gagnent de l'argent, mais qui ne sont jamais riches, parce qu'ils vont acheter des sacs de luxe, des voitures et machin, c'est toujours la pauvreté, parce qu'ils ne comprennent pas les lois. Eh bien, pour le progrès aussi, c'est ça. C'est des lois, c'est pas des prières, ça n'a rien à voir avec. La nature ne répond pas aux gémissements, aux jérémiades. Donc l'État, c'est le père de la famille. Et vous savez, le père de la famille, comme je le dis, c'est le premier responsable. C'est le premier responsable du foyer. Alors, si les enfants font ce que bon leur semble, par exemple sortir quand ils veulent et de sortir et de rentrer quand ils veulent, la même chose que madame, eh bien, le père, qui est l'autorité suprême de la famille, n'est plus qu'un père de principe, exactement comme la laïcité en Côte d'Ivoire, qui est une laïcité de principe, formelle. Le père devient ça, il devient
qu'un père de principe, puisqu'il n'exerce pas son autorité. Il n'a pas de science qui permettrait d'imposer sa volonté, ou du moins sa volonté et son idéal. Eh bien, c'est à cela que nous sommes. En Côte d'Ivoire, comme dans bien de pays d'Afrique, mais moi, je ne parlerai pas d'autres pays d'Afrique. Et donc, vous voyez, si l'État n'arrive pas de manière intelligente, de manière scientifique, à imposer ses lois aux masses, eh bien, quel que soit ce que nous réaliserons, nous n'exercerons aucune impression sur les autres. Nous ne serons... les masses auront toujours tendance à vouloir fuir le pays. J'en veux pour preuve le Nigeria. Je suis désolé pour mes amis nigérians, mais le Nigeria, pour moi, c'est le champion du chaos en Afrique. Alors que le Nigeria, tout le monde en parle, savoir sa puissance économique. Mais vous voyez le désordre du Nigeria. C'est le pays tellement désordonné que son nom finira, ou du moins est déjà synonyme de désordre. Comme le disait Bernard Lugan, le Nigeria, c'est comment dire, c'est le parfait, c'est la parfaite fausse puissance économique. Par exemple quoi? Du désordre, chacun fait ce qu'il veut. Et c'est toujours la question religieuse là-bas. Parce que le religieux dans l'espace public, les votes ne peuvent plus être nationaux, les votes sont communautaristes ou communautaires. Parce que le religieux est dans l'espace public, les consciences ne peuvent pas être sécularisées, elles sont toujours basées sur des questions ultimes. Je fais ceci. Vous voyez, c'est extrêmement dangereux. Et comme je l'ai dit, quand la guerre éclate dans un pays, il n'y a pas d'innocents. Contrairement à la pensée reçue que nous avons, nous connaissons la déclaration Prime Sautière, bien connue, les innocents. Il n'y a pas d'innocents dans un pays où la guerre éclate. Tout le monde a participé de loin ou de près, même les nouveau-nés, à l'avènement de cette guerre. Et bien pour la paix, c'est pareil. Je préfère vous quitter maintenant. Voilà, je préfère bien vous quitter là. C'est bien que je peux bien continuer à bavarder. Sur ce, je vous remercie et je vous dis bonsoir ou bonjour. Au revoir.